L'anime commence avec la petite Alicia, qui observe avec curiosité la carte de son continent. Elle demande à son père pourquoi le reste du continent apparaît en noir, et ce dernier lui répond qu'en vérité, ils ne le savent pas. En fait, ils ne peuvent connaître que le continent d'Eltea, car les 4 points cardinaux sont gardés par les 4 rois bêtes, lesquels ont exterminé toutes les expéditions qui ont tenté de voir au-delà. Alicia demande à son père si cela signifie qu'ils sont enfermés dans le continent d'Eltea. Il lui répond que l'on pourrait dire que oui. Cependant, il existe une légende selon laquelle un héros mystérieux vaincra les 4 rois des bêtes magiques avec une arme offerte par le roi de Iden, ce qui permettra à l'humanité de découvrir la véritable immensité du monde. Alicia demande à son père si ces rois bêtes sont puissants, et celui-ci lui révèle que chacune de ces créatures pourrait détruire toute la Terre. Alicia pense qu'il est impossible de vaincre un tel être, mais son père lui mentionne que les armes mystiques offertes par le roi de Iden multiplient les pouvoirs de leurs porteurs, amenant leur capacité à des niveaux inimaginables. Alicia, toute excitée, dit qu'elle veut devenir une héroïne pour faire en sorte que le monde devienne bien plus vaste et ne plus rester enfermé sur ce continent. La scène change. Les années ont passé, et on retrouve Alicia, plus âgée, dans un carrosse, en route pour accomplir son rêve. Elle est accompagnée d'autres héros, eux aussi porteurs d'armes légendaires, Olgus, Katz, Milro, Minalch et Mudo. Katz s'intéresse un peu à Alicia, qui ne s'est pas présentée avec le reste du groupe, et on lui demande d'où elle vient. Mais ils sont interrompus par Stéphane, qui leur dit de rester vigilants, car ils se trouvent en territoire des bêtes magiques. Le cocher leur annonce qu'ils ne pourront pas continuer par la route, celle-ci étant trop escarpée. Mais soudain, ils sont attaqués par les bêtes magiques. Les jeunes héros s'organisent rapidement et commencent à éliminer toutes les bêtes sur leur chemin, tout en continuant leur route. Ils démontrent une grande capacité au combat, en particulier Stéphane, qui possède un grand pouvoir destructeur. Après avoir vaincu une hydre et quitté les grottes, ils arrivent au repère du roi des bêtes. Le maître de la montagne lunaire se présente rapidement, surprenant tout le monde. Il s'agit du roi qui règne sur le sud d'Eltea, Clévatès de la lumière de la lune. Malgré son apparence imposante, les héros déclarent vouloir le vaincre. Après tout, ils sont les héros élus. Ils se jettent rapidement sur lui, mais en un instant, Clévatès tue Stéphane d'un seul coup. Olgus l'attaque à son tour, mais il se retrouve décapité. Sans perdre de temps, Clévatès continue d'éliminer les autres héros. Alicia les avertit que les attaques viennent des ombres, et qu'ils doivent les éviter en restant dans les airs. Clévatès attaque alors Alicia, mais elle parvient à esquiver, ce qui attire son attention, elle est plus futée que prévu. Pendant leur combat, Clévatès pense qu'il n'a pas observé les humains d'aussi près depuis un millénaire. Les héros tombent les uns après les autres. Clévatès se demande comment ces êtres autrefois insignifiants comme des insectes ont réussi à arriver jusqu'ici, et ce qui a bien pu changer en 1000 ans. Alicia parvient à s'approcher suffisamment pour lui entailler la corne. Clévatès, calme, s'interroge sur les intentions de ces humains. S'ils projettent de menacer à nouveau ces terres dans le futur, mieux vaut les étudier un peu. À ce moment-là, tout commence à s'illuminer, et les héros sont anéantis, sauf Alicia, qui reste grièvement blessée. Pendant ce temps, à Hydralt, la capitale du royaume de Iden, les habitants vivent en paix, jusqu'à ce que Clévatès apparaisse soudainement. Ils pensent que tous ces individus se sont présentés comme des héros et ont attaqué ces terres en prétendant avoir été choisis par le roi de Iden. Il en déduit donc que le roi est le cerveau de toute cette affaire et décide d'aller le confronter. Les soldats commencent à l'attaquer, en vain. Il avance à grande vitesse vers le château royal, détruisant tout sur son passage. La garde royale prépare la défense, et dès qu'il est à portée, il lance les catapultes, mais Clévatès détruit tout avec ses queues. Arrivé au château, il pulvérise ce qui se trouve devant lui. On informe le roi de la situation et on lui conseille d'évacuer, mais il répond qu'il sait déjà de qui il s'agit, et que dans ce cas, cela ne servirait à rien de fuir. La priorité est désormais de fermer le fourneau, car le feu de Iden ne doit surtout pas être éteint. À l'extérieur, les chevaliers continuent d'attaquer Clévatès. Celui-ci se demande quelle différence il y a entre les soi-disant héros et ces insectes. Lorsqu'il commence à être attaqué par des arbalètes, il comprend que c'est dû aux armes, et décide de les analyser avant que l'humanité ne devienne plus puissante. Le roi ouvre la porte du fourneau, mais un fracas retentit, et en un instant, tout est propulsé dans les airs. Clévatès lui demande s'il est bien le roi de Iden, ce qui surprend ce dernier. Il lui demande comment une bête magique peut parler leur langue. Clévatès lui conseille de mesurer ses paroles, sans quoi il risquerait de provoquer l'extermination de tous les hominidés. Car il ne s'agirait plus seulement de Iden, mais aussi de Dorn, Org, Slada, Ban et tous les peuples des royaumes d'Eltea. Même s'il tue le roi et détruit son pays, si le reste des hominidés possède la même essence, d'autres viendront un jour menacer ces terres. Il veut donc les comprendre et savoir quel genre d'êtres vivants ils sont. Il lui demande pourquoi il veut sa mort. Le roi lui répond qu'un monstre comme lui ne pourrait jamais comprendre. Cela lui coûte la vie, Clévatès le décapite. Décidé, Clévatès entreprend alors d'anéantir tous les hominidés. Mais sur le chemin du retour, il entend les pleurs d'un bébé. Une femme le supplie d'épargner l'enfant.
Clévatès lui demande si elle est aveugle et lui rappelle qu'il est le roi des bêtes, qu'il prévoit d'anéantir l'humanité, et lui dit de haïr le fait que ce bébé soit né humain à Eden, pas lui. La femme répond que les bébés ne choisissent ni leur lieu ni leur moment de naissance, et même si les humains lui ont fait du mal, cela ne justifie pas la mort d'une créature innocente qui ne peut même pas se tenir debout. Clévatès lui dit que pour lui, tous sont pareils. Elle grandira, prendra une épée, et après avoir conquis son propre territoire, elle en envahira d'autres. Les hominidés sont les plus dangereux et agaçants de tous. Mais si elle affirme que cet enfant mérite de vivre, alors qu'elle le prouve ici et maintenant. La femme répond qu'elle ne peut pas, car elle va mourir, mais elle est certaine que cette petite créature le lui prouvera un jour. Sur ces mots, elle meurt. Avant de repartir, Clévatès décide de lui donner une chance et de vérifier s'il mérite vraiment la vie. On nous explique alors qu'il existe 5 tribus sur le continent d'Eltea. Les Sladas, experts en nage et navigation, qui détestent vivre avec d'autres peuples. Les Orgs, un peuple courageux, experts en médecine et chasse. Le peuple de Dorne, le plus nombreux, expert en construction et en guerre, qui a divisé la plaine centrale en 2 royaumes, Elsine et Boilat. Les Iden, les plus anciens, entourés de mystères, très doués en forge et artisanat. Et enfin, la 5e tribu, les Bent, barbares des terres sauvages, puissants individuellement, mais sans unité ni leadership. Le royaume de Iden est petit, mais c'était le seul capable de forger des armes avec du minerai magique et du mana, un savoir détenu uniquement par la famille royale. Ils commerçaient beaucoup avec le royaume de Dorne, et la majorité de leur population était métisse, car les Iden de sang pur étaient très rares. Dans le monde, il n'y avait pas que le continent d'Eltea, mais ses habitants ne pouvaient le savoir, car au-delà se trouvait l'habitat des bêtes magiques. À l'époque actuelle, sur le mont de la Lune, 2 bêtes sont impatientes de dévorer le bébé, mais elles fuient en sentant la présence de Clévatès. Le nourrisson pleure, alors Clévatès utilise l'une de ses queues pour restaurer son énergie vitale et l'endormir. Cependant, cela ne règle pas le problème, car chaque fois qu'il urine ou défèque, il se met à pleurer. Exaspéré, Clévatès le jette à des scarabées. Le petit se met à pleurer désespérément, mais Clévatès l'informe que ces insectes se nourrissent uniquement de son urine et lui demande de rester tranquille pendant qu'il le nettoie. Il se lamente alors, pensant que les bébés grandiraient après quelques nuits de sommeil, et n'arrive pas à croire qu'il n'en soit qu'au tout début. Il se demande pourquoi diable il a accepté cette demande. Mais en tant que roi des bêtes magiques, il serait déshonorant de revenir sur sa parole. Il jure alors de devenir le témoin de la croissance de ce gamin. Nous voyons le corps inerte d'Alicia, on ne sait pas si elle est morte ou évanouie. Un flashback montre Alicia pleurant sur son père gravement blessé, avec une silhouette derrière elle. Puis, elle se remémore les derniers instants de sa bataille et se réveille soudainement, se demandant où elle se trouve. En voyant Clévatès, elle se met en garde. Celui-ci lui dit qu'il a jeté les corps et les armes de ses compagnons au fond de la vallée, et comme elle est la seule qui peut lui être utile, il a décidé de la ressusciter, confirmant qu'elle était bien morte. Il révèle qu'elle peut bouger grâce au sang démoniaque qu'il lui a donné, faisant d'elle un cadavre ambulant. Alicia, incrédule, est interrompue par Clévatès qui lui ordonne de découvrir ses seins. Perplexe, elle lui demande ce qu'il veut dire. Il explique que le bébé a faim et qu'elle devrait se taire et se dévêtir. Il utilise son pouvoir pour la contrôler, la forçant à retirer son armure. Cependant, il s'énerve en constatant qu'elle ne produit pas de lait. Alicia, furieuse, lui répond que c'est parce qu'elle est vierge et que seule la mère peut allaiter son enfant. Clévatès la traite d'inutile, et Alicia, humiliée, lui demande de l'achever. Il réplique qu'elle ne peut pas mourir à cause de son sang démoniaque. Le bébé se met à pleurer, et Clévatès blâme Alicia pour son incompétence. Curieuse, elle lui demande pourquoi il s'occupe d'un bébé humain. Il répond que cela ne la regarde pas, mais bien qu'elle ne puisse pas produire de lait, elle lui sera utile autrement. N'ayant pas les connaissances pour s'occuper d'un nourrisson humain, il ordonne à Alicia de lui dire comment satisfaire sa faim, utilisant son pouvoir pour la soumettre. Alicia explique qu'en l'absence de la mère, il faut une nourrice, une femme capable de produire du lait. Si aucune parente n'est disponible, on peut en engager une contre de l'argent, ou dans leur cas, un troc avec les minerais magiques abondants dans la montagne. Tout en parlant, Alicia pense que si elle avait son épée, elle tenterait de frapper Clévatès, mais elle réalise qu'elle ne pourrait pas lui faire de mal, même armée. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour trouver une nourrice. Alicia l'arrête, arguant que s'il se présente ainsi dans un village, il causera la panique. Elle propose de prendre le bébé et de chercher une nourrice à sa place, pensant qu'il faut les séparer, même si elle ignore pourquoi ils sont ensemble. Clévatès refuse de lui confier le bébé, car s'il mourait hors de sa vue, cela ne lui conviendrait pas. Cependant, il admet qu'elle a raison, pour que l'enfant grandisse comme un humain, il ne peut pas rester sous sa forme actuelle. Il utilise son pouvoir pour prendre l'apparence de celle qui lui a confié le bébé. Alicia est stupéfaite de le voir se transformer. Clévatès décide qu'ils ont besoin de noms pour s'intégrer à la société humaine. Il baptise le bébé Luna et se présente à Alicia, lui demandant son nom avant de se mettre en route. Plus tard, près d'un ruisseau, Alicia baigne Luna,
se lamentant d'être tombé si bas. Le bébé lui urine dessus, et Clévatès lui ordonne de la nettoyer correctement, moquant ses efforts en comparaison des insectes de sa caverne. Alicia se plaint de ne pas pouvoir lui désobéir, tandis que Clévatès continue de la réprimander, exigeant qu'elle fasse les choses correctement. Elle remarque qu'il est perfectionniste malgré son statut de monstre. Peu après, Luna est propre et heureuse. Clévatès ordonne à Alicia de changer ses vêtements tachés de sang, affirmant que même les bêtes magiques du coin sont plus propres qu'elle. Il lui demande aussi de se laver et de nettoyer le tissu enveloppant Luna. En lavant ce tissu, Alicia découvre, choquée, qu'il porte l'écusson de la famille royale de Eden, réalisant que le bébé est de sang royal. Pendant ce temps, un Eden parcourt les ruines du royaume, cherchant des survivants et déplorant le désastre prévisible de la lutte contre le roi des bêtes. Il se demande si le roi est devenu fou. Selon le plan, ce jour-là devait être celui du baptême, et la princesse devait fuir le château avec l'enfant. Désespéré, il cherche quelqu'un de vivant. Ailleurs, une faction de Dorne observe les ruines, concluant que la légende n'était qu'une légende. Le commandant Dorel annonce à ses soldats qu'il va informer l'empereur de la situation, car la faction d'Aisling tentera probablement de s'emparer de la technique de forge des minerais magiques de la famille royale. Leur mission prioritaire est de voler cette technique avant les autres pays. Dorel part pour la frontière afin de réorganiser l'armée et ordonne à Ménard de rester pour chercher des survivants de la famille royale, en les maintenant en vie. Ménard assure qu'il n'y a pas de souci. Alicia, horrifiée, demande à Clévatès ce que cela signifie, s'il a enlevé un enfant de la famille royale. Clévatès, curieux, ignorait qu'il s'agissait d'un royal. Il précise qu'il ne l'a pas enlevé, mais qu'on le lui a confié. Réalisant que l'enfant était sous les décombres du château qu'il a détruit, il comprend qu'il appartient à la famille du roi. Alicia, choquée, lui demande ce qu'il a fait. Clévatès répond qu'ils l'ont attaqué en premier. Déconcertée, Alicia explique que si le roi est mort, tout le monde cherchera cet enfant de sang royal pour la technique de forge des minerais magiques, réservée à la famille royale de Eden. Clévatès observe Luna, comprenant qu'elle porte un destin inéluctable, mais trouve cela fascinant. Il décide de faire d'elle une reine, lui-même agissant comme un ministre dans l'ombre. Auparavant indifférent à la conquête, il trouve excitant d'observer le comportement des hominidés depuis le sommet et d'envoyer ses serviteurs s'infiltrer pour les exterminer à sa guise. Alicia réalise qu'elle a aggravé la situation en parlant trop. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour nourrir Luna. Alicia tente de se calmer, sachant que même si Luna retournait dans son pays, un étranger cornu comme Clévatès ne serait pas accepté. Bien qu'il puisse changer d'apparence, elle est certaine qu'il ne peut cacher sa corne. Elle ne comprend pas son obsession pour Luna, mais sait que si quelqu'un tentait de la lui arracher, il pourrait exterminer tous les hominidés. Elle décide que sa dernière mission en tant qu'héroïne sera d'empêcher cela à tout prix. Clévatès la réprimande pour marcher trop lentement. Alicia tente de l'avertir qu'il y a quelqu'un derrière lui, mais un bandit lui brise soudainement le cou. Ils sont rapidement encerclés. Alicia pense qu'ils sont finis, mais Clévatès s'effondre, mort en un instant, la plongeant dans la panique. Un bandit l'assomme, l'envoyant dans l'inconscience.